Je vous rappelle que dans notre dernière leçon, nous avions donc indiqué que Napoléon est au sommet de sa gloire en 1810-1811. L'empire de Napoléon Ier atteint son apogée et Napoléon exerce sa domination sur tout le continent européen. Seul le Royaume-Uni reste son irréductible ennemi. Je vous rappelle également le nom de l'épouse de Napoléon Ier. Il s'agit de Joséphine de Beauharnais, qu'il a couronnée impératrice le 2 décembre 1804 dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, lors de son sacre. Or, Napoléon veut absolument avoir un fils. Le fils aîné d'un roi ou d'un empereur a un rôle très important, c'est l'héritier, c'est-à-dire celui qui prendra la suite de son père sur le trône quand ce dernier sera mort. Et pour Napoléon, c'était une grande souffrance de ne pas avoir de fils avec Joséphine de Beauharnais, car il craignait que tout l'empire qu'il était en train de construire ne lui survive pas. Étant donné que Joséphine de Beauharnais ne lui donne pas d'héritier, eh bien Napoléon décide au bout de 13 ans de mariage de divorcer avec Joséphine de Beauharnais et d'épouser une autre femme. En 1810, Napoléon épouse alors Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche François Ier. Pour Napoléon, c'est un calcul politique. Il s'agit de s'unir à une des plus prestigieuses familles régnantes d'Europe, mariée à une princesse européenne. Les autres souverains d'Europe ne pourront donc plus contester le pouvoir de Napoléon sur la France. C'est une terrible épreuve pour la jeune princesse Marie-Louise de 18 ans, à qui on a toujours dit dans la cour de Vienne que Napoléon était un monstre. En 1811, un an après ce mariage, un petit garçon naît de cette union. Il porte lui aussi le prénom de Napoléon. On le surnommera l'Aiglon. Je précise tout de suite qu'il meurt à l'âge de 21 ans. S'il avait régné, il aurait porté le titre de Napoléon II, mais il n'a pas exercé le pouvoir. En 1812, l'empereur de Russie, le tsar Alexandre Ier, qui est censé se soumettre aux obligations imposées par Napoléon Ier, eh bien ce tsar Alexandre Ier continue de commercer avec l'Angleterre. Il ne respecte donc pas le blocus ordonné par Napoléon. Une seule solution pour l'empereur, envahir la Russie et prendre la ville de Moscou. Napoléon va donc se lancer dans une nouvelle campagne militaire, la campagne de Russie. Il est à la tête d'une armée, comme on l'a dit, qui est absolument gigantesque, près de 700 000 hommes, composée de 15 nationalités différentes, et en 1812, donc la grande armée s'élance en direction de la Russie. C'est cette campagne militaire qui va tourner au désastre. Je laisse le soin à Marc Lesguy de l'émission E = M6 de vous expliquer cette campagne militaire. Regardez bien, c'est passionnant. Incroyable et la plus dramatique, c'est la campagne de Russie. Alors de celle-ci, on garde tous le souvenir que Napoléon et la Grande Armée furent vaincus par ce qu'on appelait le général hiver, c'est-à-dire par le froid terrible de l'hiver russe. Mais la réalité est différente et vous allez voir que Napoléon, avant tout, a été vaincu par plusieurs de ses erreurs, et notamment une qu'il a commise à la bataille de Borodino, ou bataille de la Moskova, une bataille que nous allons vous raconter par le menu grâce à une reconstitution extraordinaire. C'est un reportage de Philippe Allante et Pierre-Jacques Aubert. Bérésina, synonyme aujourd'hui de désastre. À l'origine, c'est le nom de cette rivière russe, restée dans l'histoire comme le dernier acte d'une déroute militaire sans précédent, celle de la Grande Armée de Napoléon. Une débâcle, des dizaines de milliers d'hommes se précipitant pour passer sur 2 ponts de fortune sous le feu de l'ennemi. Ces images ont largement contribué à faire croire que la tragédie russe s'est définitivement réglée dans les eaux glacées de la Bérésina. Mais cette vision épique est en fait bien éloignée de la réalité. Voici la véritable histoire de la terrible campagne de Russie. 1812, Napoléon décide d'en finir une fois pour toutes avec le tsar Alexandre. Une fois de plus, l'empereur vise une victoire rapide. Il mobilise 550 000 soldats qui convergent de toute l'Europe. Certains ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre le nord de la Pologne. C'est là que Napoléon espère affronter les troupes du tsar. Mais cette fois-ci,
la guerre éclair n'aura pas lieu. Lorsque la Grande Armée arrive enfin sur place, les Russes se sont enfuis. Napoléon décide alors de se lancer à la poursuite des troupes du tsar en Russie. Il a confiance, comme toujours, en son arme principale, les jambes de ses soldats. Jusqu'ici, les troupes de l'empereur ont toujours surpris leurs ennemis par leur vitesse de déplacement. Depuis 7 ans, c'est la spirale du succès. Marcher vite donc et frapper fort au cœur de l'ennemi. Encore faut-il pour cela trouver l'ennemi. Pologne, Lituanie, 400 km de plus. Mais arrivé à Vilna, où Napoléon espère enfin pouvoir combattre, toujours pas de Russes. Le 28 juin 1812, Napoléon entre à Vilna, capitale de Lituanie, et il comprend que les Russes évitent la bataille. Il comprend ça, mais finalement, il voit que devant lui, c'est l'abîme qui s'ouvre, parce que tout était préparé pour faire campagne éclair, pour écraser l'armée russe aux frontières et ensuite imposer la paix telle que l'empereur voulait. Napoléon décide une nouvelle fois de poursuivre l'armée du tsar, qui se livre désormais à une gigantesque partie de cache-cache à l'échelle de la Russie. L'empereur ne se rend pas compte qu'un véritable piège est en train de se refermer sur lui. Les divisions de Napoléon sont lancées à la poursuite d'une armée insaisissable, des Russes qui battent systématiquement en retraite et détruisent maintenant tout sur leur passage. Et l'armée qui s'est retirée faisait, je dirais, la terre brûlée, c'est-à-dire on brûlait tous les villages, toutes les villes, donc c'était vraiment très très dur. Et quand on entrait dans les villes encore intactes, on voyait les Cosaques qui mettaient le feu de l'autre côté. Pour les Français, c'est le début du cauchemar. Et contrairement aux idées reçues, en plein été 1812, la Grande Armée souffre d'abord de la canicule. À la fatigue, il faut ajouter le manque d'eau potable, de nourriture, dysenterie et épuisement commencent à décimer les rangs. Après 3 mois d'une traversée de l'Europe de l'Est à marche forcée, le 6 septembre 1812, c'est une Grande Armée usée et dégarnie qui arrive à Borodino. C'est ici que les Russes choisissent de livrer la bataille. Ils savent que Napoléon est affaibli. La Grande Armée s'étale désormais sur plusieurs centaines de kilomètres. L'empereur ne dispose plus que du tiers de son effectif initial. À la pointe de l'attaque, il ne restait que 134 000 hommes. Tandis que l'armée russe, qui était au début beaucoup moins nombreuse, en se retirant, recevait des renforts, et donc le 7 septembre 1812, l'armée russe comptait dans ses rangs plus de 150 000 soldats. Donc finalement, les forces étaient presque égales. Dans les bivouacs de la Grande Armée, tout le monde s'active. Comme à la veille de chaque grande bataille, les soldats graissent et nettoient consciencieusement leurs clarinettes à 5 pieds ou leurs crucifix à ressort, surnom donné à ces fusils modèle 1777, efficaces jusqu'à 230 mètres. Pendant près de 10 ans, ces fusils se sont révélés plus performants que ceux de l'ennemi. Seulement voilà, l'adversaire a désormais comblé son retard technologique. À Borodino, l'armée russe est équipée exactement des mêmes fusils que l'armée française. Cette armée russe, la voici, en uniforme vert. Effectif et armes comparables, l'issue de la bataille est incertaine. Le 7 septembre 1812, le brouillard se dissipe progressivement sur Borodino. Au cœur de la Russie, c'est déjà presque l'hiver. Les troupes de l'empereur cherchent à se réchauffer devant leur maigre feu de bois. Les Russes, eux, n'ont pas ce problème. Ils possèdent le samovar, un petit poêle portatif qui permet d'avoir en permanence de la boisson chaude. Le moral est également de leur côté. La victoire, qui n'était pas envisageable il y a seulement 2 mois, est aujourd'hui, ils le savent, à la portée de leurs baïonnettes. Leur chef, le général Koutouzov, a eu le temps de se préparer, de faire creuser des tranchées. L'armée de Napoléon, elle, va devoir avancer totalement à découvert. À Borodino, Napoléon ne peut donc pas bénéficier de l'effet de surprise. L'ennemi l'attend de pied ferme depuis plusieurs jours. L'empereur lance immédiatement plus de 50% de ses effectifs dans la bataille. Des hommes qui se heurtent à l'artillerie du tsar, parfaitement positionnée. 3 coups par minute, efficaces jusqu'à 1200 mètres. Les boulets des 900 canons russes emportent des centaines de soldats français qui n'ont même pas pu tirer encore un seul coup de feu.
Quand les survivants arrivent enfin à portée de fusil des troupes russes, c'est la boucherie. Dans les rangs russes, comme dans les rangs français, et vous allez comprendre pourquoi. Chaque soldat est en fait une véritable cible vivante. Il passe beaucoup plus de temps à recharger son fusil qu'à tirer. Démonstration. Nous allons chronométrer la rapidité d'un fantassin. C'est parti. Non, ouais, ça va, c'est la charge en 12 temps. Je mets la poudre dans le bassinet. Je ferme, je me pars l'arme à gauche. Je mets ma balle dans le canon. Je prends la baguette. Je bourre. Et voilà, j'arme et je tire. 24 secondes avec un tir raté, très courant à l'époque. En tout, 2 tirs par minute, 3 au maximum pour les meilleurs. Face à une charge de cavalerie, un soldat d'infanterie n'a quasiment aucune chance de s'en sortir. Visuellement, les batailles du 19e siècle ne sont que chaos et anarchie. À Borodino, l'herbe est tellement sèche que les impacts des boulets enflamment petit à petit toute la plaine. 300 000 hommes s'étripent dans un gigantesque incendie. Sur le champ de bataille, il est quasiment impossible de savoir qui prend l'avantage. Car les moyens de transmission des ordres sont extrêmement aléatoires. Ici, pas de talkie-walkie, GPS ou vision satellite pour étudier et communiquer les positions de l'ennemi. Pour organiser les mouvements de troupes, l'état-major envoie ses officiers de liaison. Leur rôle, traverser les lignes. C'est un métier risqué parce qu'on risque de se prendre un coup de boulet de canon. Et puis aussi, on n'est jamais à l'abri entre les lignes. 127e, tu formez la ligne. Et si l'officier de liaison n'est pas tué, il va transmettre les ordres à la fanfare militaire. Et oui, ce sont 16 tambours et 8 fifres par régiment qui coordonnent les mouvements de troupes. C'est une flûte toute simple, sans clé. Et donc c'est un instrument qui est assez aigu, qu'on entend assez loin. Et avec le tambour pour rythmer, ça permet de... Il y a des sonneries bien précises pour chaque ordre. Le sort d'une bataille peut donc se jouer sur un simple air de fifre. 3 mélodies indiquent le commandement à suivre. La préparation au combat. La charge. Et le repli ordonné par un roulement de tambour. Ainsi, pendant la bataille, les ordres et les contre-ordres vont se succéder. Enfin, après 10 heures de combats acharnés et d'assauts héroïques, la Grande Armée prend le pas sur son adversaire. Finalement, ce sont des cavaliers saxons et polonais qui réussissent à réduire au silence la dernière grande batterie de l'artillerie russe. C'est une victoire, certes, mais elle n'est pas encore totale. Pour en finir, Napoléon a la possibilité de lancer la garde impériale, les troupes d'élite chargées de sa protection. Donc à 15 heures, la situation était telle que si Napoléon avait donné la garde, il pouvait gagner, remporter la victoire décisive. Mais il a hésité, il n'a pas donné la garde finalement, et la bataille resta tout à fait gagnée par l'armée française. Mais l'armée russe était battue, mais pas anéantie. Voilà le tournant de la campagne de Russie. Si Napoléon n'a pas fait donner la garde impériale, c'est parce qu'il veut conserver des troupes fraîches pour le retour en France. Et dans ces conditions, Borodino est-elle une victoire? Les troupes russes ne sont pas anéanties et Koutouzov est même parvenu à se replier en bon ordre pour réorganiser ce qui lui reste d'armée. Le tsar n'est donc pas obligé de signer la paix. Voyez la suite de cette campagne militaire dans la prochaine vidéo.